Les capitaux permanents, une partie ultra importante du programme officiel de DCG UE10 Comptabilité approfondie. Dans cette vidéo, donc, on parlera de l'augmentation de capital. L'augmentation de capital a très souvent fait l'objet d'un dossier à l'examen final. C'est pourquoi ici, on verra un cas pratique. Tu verras dans les conditions d'examen comment traiter une telle situation. Alors, si tu es prêt, c'est parti! Donc, dans la partie variation de capital, quelles sont déjà les compétences attendues telles que définies par le programme officiel? Premièrement, il faut être à même d'identifier et de présenter, d'appliquer les règles relatives aux opérations de variation des capitaux propres de différentes formes juridiques d'entité, la SARL, la société anonyme, la société par actions simplifiée, etc. Être capable d'analyser les opportunités et les risques d'une modalité d'augmentation de capital, évaluer et pouvoir comptabiliser les variations de capitaux propres et en particulier l'augmentation de capital tel qu'on va le voir dans cette vidéo. Être capable de comprendre, de cerner et de mesurer l'impact que cela aura dans la présentation des comptes annuels, le bilan, le compte de résultats notamment, et enfin présenter les informations requises dans l'annexe qui fait bien entendu partie intégrante du jeu complet d'état financier. Donc, quelles sont les catégories même d'augmentation de capital? Ici, on va en présenter trois. Donc, dans la généralité, dans la majorité des situations, on aura l'un de ces trois cas qui va revenir. Le premier cas, ce serait une augmentation par incorporation de réserves. Les réserves font partie des capitaux propres d'une entreprise. Les réserves font donc partie de la situation financière et l'incorporation des réserves dans le capital n'apporte pas de ressources financières nouvelles à l'entreprise. Lorsqu'on augmente un capital par incorporation de réserve, c'est tout simplement un simple jeu d'écriture, c'est un transfert de rubrique dans les capitaux propres. Ça change tout simplement la présentation, la composition des capitaux propres, mais ces capitaux propres restent identiques en termes de valeur globale. Donc, cette incorporation de réserve va consister en un simple aménagement des capitaux propres et n'apporte pas des ressources nouvelles à l'entreprise. Donc, on aura le capital qui va augmenter, mais les réserves, notamment libres, les réserves facultatives qui vont donc être utilisées pour augmenter le capital, elles vont diminuer. Donc, ça ne change pas le total des capitaux propres, mais la présentation des capitaux propres, ça n'apporte pas de ressources nouvelles à l'entreprise. C'est important de comprendre ça parce que un peu plus loin, on calculera les droits d'attribution aux anciens actionnaires en cas d'attribution gratuite, n'est-ce pas, d'actions, notamment dans le cadre de l'incorporation des réserves. La deuxième catégorie d'augmentation de capital, c'est l'augmentation par apport en numéraire ou en nature. Lorsqu'on parle d'apport en numéraire, ça signifie qu'on demande aux actionnaires d'apporter de l'argent pour que l'entreprise puisse procéder à des investissements. Donc, lorsque un actionnaire, un associé, si on va dire ça comme ça, apporte ce qu'il apporte, c'est de l'argent, c'est de la trésorerie. On parle d'un apport en numéraire. Cependant, lorsqu'il apporte un bien, par exemple un mobilier, un bâtiment, une créance, là, ce sont des biens, ce sont des biens qui n'est-ce pas, ont une substance, soit physique ou alors seront des biens incorporés. Lorsqu'il apporte ces biens-là, des biens hors trésorerie, on appelle ça des apports en nature. Ces apports en nature, ces apports en numéraire sont des ressources financières véritables pour l'entreprise, des ressources financières nouvelles qui lui permettront par exemple d'investir ou alors de résoudre des problèmes et bien de besoins en fonds de roulement. Donc, l'augmentation de capital par apport en nature, apport en numéraire apporte effectivement des ressources supplémentaires, des ressources financières à l'entreprise. Troisième catégorie d'augmentation de capital sera l'augmentation par conversion de créances. Vous avez par exemple un fournisseur avec lequel vous traitez, mais vous avez des difficultés à payer ce fournisseur. Ce qui peut être fait, c'est de convertir la dette que vous avez vis-à-vis de ce fournisseur en actions et il rentre dans le capital de l'entreprise. L'inconvénient de cette augmentation de capital, c'est que ça va entraîner un effet de dilution sur le capital détenu par les autres actionnaires. On aura un plus grand nombre d'actionnaires au sein de l'entreprise alors qu'on n'a pas bénéficié de ressources supplémentaires pour financer, n'est-ce pas, eh bien, la boîte, quoi. Alors, maintenant qu'on a parlé des différentes catégories d'augmentation de capital, il faut dire que lorsqu'on augmente le capital par incorporation de réserves, on attribuera aux anciens actionnaires de l'entreprise des actions nouvelles et il faudra donc calculer ce qu'on appelle un droit d'attribution. À l'examen, il peut arriver qu'on vous demande de calculer un droit d'attribution. Comment est-ce que cela se calcule et de quoi s'agit-il concrètement? Le droit d'attribution va se calculer en 4 étapes. Première étape, ce sera d'estimer la valeur économique de l'action avant augmentation de capital. Deuxième étape,
estimer la valeur économique de l'action après augmentation de capital. Ensuite, calculer pour le nouvel actionnaire le coût d'acquisition du nombre entier de droits d'attribution nécessaires pour acquérir un nombre entier d'actions nouvelles. Et enfin, vérifier que cette opération est neutre pour un ancien actionnaire. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Lorsque on augmente le capital par incorporation de réserves, comme on a dit, ça n'apporte pas de ressources nouvelles à l'entreprise. Ça signifie tout simplement que les actionnaires existants, bien que les capitaux propres n'aient pas changé, ils vont recevoir un nombre supplémentaire d'actions. Cependant, les capitaux propres, étant donné qu'on reste sur la même valeur de capitaux propres, globalement, les actionnaires auront exactement le même pourcentage, n'est-ce pas, qu'ils ont dans le capital social de l'entreprise, mais seulement la valeur par action, la valeur de l'entreprise par action aura diminué parce qu'on a créé des actions supplémentaires sans qu'il y ait eu de ressources financières nouvelles. De ce fait donc, la valeur par action diminue et la différence entre la valeur par action qu'on avait avant l'augmentation avec celle qu'on a après l'augmentation, eh bien, constitue ce qu'on appelle ici un droit d'attribution. Concrètement, cela signifie quoi? Un actionnaire lambda pourrait, par exemple, refuser d'obtenir des actions nouvelles. À ce moment, le droit d'attribution dont il bénéficie par action détenue, il peut décider de céder ce droit d'attribution afin d'avoir une trésorerie qui va compenser la diminution de la valeur de chacune de ces actions. Prenons un exemple. Pour calculer ça, prenons un exemple. Ce sera l'exemple de la société DCG qui a un capital de 6 millions divisé en 60 000 actions, donne un nominal de 100 euros par action. Elle décide d'augmenter son capital lors de l'Assemblée générale extraordinaire du 1er juin de l'année N par attribution d'action gratuite en incorporant des réserves libres d'un montant de 4 millions d'euros. La valeur économique avant augmentation était de 200 euros et le nombre d'actions nouvelles c'est de 40 000. Ce qui signifie bien entendu qu'on est ici dans une situation où la valeur nominale reste de 100 euros. Voici un petit tableau pour nous aider à calculer le droit d'attribution qui est représentatif ici de la perte de valeur, n'est-ce pas, que subira chacune des actions. Avant l'augmentation, on avait 60 000 actions pour une valeur économique de 200. Donc, on avait la valeur globale des actions de l'entreprise. La valeur de l'entreprise globalement faisait 12 millions d'euros. On a augmenté le capital de 40 000 nouvelles actions. Après augmentation, on aura donc 100 000 actions. Cependant, la valeur de l'entreprise reste identique parce qu'il n'y a pas apport de ressources nouvelles. De ce fait, on aura donc une valeur par action qui est dorénavant de 12 millions divisé par 100 000, le nombre total actuellement qu'on aura comme nombre d'actions. Et de ce fait, on a donc une valeur économique par action de 120. On voit qu'on est passé de 200 à 120. Chaque action aura donc perdu, on va dire, 80 euros. Et ces 80 euros représentent donc le droit d'attribution. Un actionnaire donné pourrait dire, bon voilà, j'avais une action avant l'augmentation de capital. Je ne veux pas bénéficier d'attribution d'actions nouvelles. Il va donc décider de vendre son droit d'attribution et recevoir donc de la part d'un nouvel actionnaire de la trésorerie pour une valeur de 80 francs qui est supposé donc être ici le droit d'attribution. Donc un nouvel actionnaire qui déciderait d'entrer dans le capital de l'entreprise va lui verser 80 euros représentatif de son droit d'attribution pour compenser le préjudice qu'il subit du fait de la baisse de la valeur économique de l'action. Donc là, c'était pour l'explication sur ce concept de droit d'attribution et je pense que là, tu l'as très bien compris. On avance maintenant avec un autre élément très important. Il faut savoir calculer cela et c'est très important à l'examen lorsqu'on a un cas d'augmentation de capital, c'est les droits préférentiels de souscription. On va prendre un exemple pour illustrer ça et tu vas comprendre également qu'est-ce que ça signifie un droit préférentiel de souscription, comment ça se calcule et comment faire si tu as un dossier comme ça à traiter. Donc la société DCG a un capital de 6 millions divisé en 60 000 actions nominales 100 euros. On peut un peu sur les mêmes paramètres que tout à l'heure et décide d'augmenter son capital lors de l'Assemblée générale extraordinaire par émission d'actions en numéraire. Et le nombre d'actions nouvelles, c'est de 40 000 pour un prix d'émission de 200. Soit dit en passant qu'en général, lorsqu'on procède à une augmentation de capital, on va demander aux actionnaires entrants ou alors aux anciens actionnaires de payer non pas la valeur nominale, mais de payer un prix d'émission qui, très généralement, est supérieur à la valeur nominale. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure que la société va fonctionner, les capitaux propres vont gonfler. Alors, on aura le capital, au fur et à mesure, on va construire des reports à nouveau, des réserves. La situation financière de l'entreprise devient beaucoup plus robuste. Ainsi, on ne pourrait donc pas admettre qu'un nouvel actionnaire vienne juste payer une valeur nominale. Il ne va pas payer juste une valeur nominale qui rentre en fait dans le capital social. Il va payer en plus de la valeur nominale une prime d'émission, une sorte de droit d'entrée pour signifier tout simplement qu'il n'était pas là lorsque
n'a pas participé, n'est-ce pas, à produire ces plus-values potentielles générées par l'activité de l'entreprise et il va le payer en cash. C'est ça qu'on appelle donc prime d'émission, qui est la différence entre le prix d'émission et la valeur nominale. Donc ici, la valeur économique de l'entreprise avant augmentation était de 144 euros. On va voir comment calculer un droit de souscription et voir ce que cela signifie. Donc avant l'augmentation, on avait 60 000 actions d'une valeur économique. Et là, la valeur économique, c'est tout simplement la valeur réelle, la valeur intrinsèque, la valeur qui comprend la plus-value, n'est-ce pas, que gagnerait un actionnaire s'il décide de sortir, n'est-ce pas, de la société. Donc, on a cette valeur économique de 144 euros, ce qui signifie ici qu'on a une valeur économique totale de l'entreprise de 8 640 000 euros. Alors, on augmente de 40 000 actions avec un prix d'émission de 120, ce qui signifie qu'on a des ressources nouvelles de 4 800 000 euros. Ces 4 800 000 euros viendront en augmentation des 8 640 000 euros pour former la nouvelle valeur économique de l'entreprise qui est de 13 440 000 euros. Si on divise dans ces 13 440 000 euros par les 100 000, soit le nouvel nombre d'actions que nous avons, on aura une valeur économique de 134,4. Si vous avez bien remarqué, la valeur économique avant augmentation du capital est supérieure à la valeur économique après augmentation du capital. Ce qui signifie quoi? Pour tout ancien actionnaire au sein de cette entreprise, il va subir pour chacune de ses actions une perte parce qu'il y a un effet de dilution lorsqu'on procède à une augmentation de capital. On a de nouveaux entrants et comme ils payent un prix d'émission qui est inférieur à la valeur économique de chacune des actions, les anciens actionnaires subissent une sorte de perte, n'est-ce pas, pour chacune de leurs actions. Donc, on a ici une perte de 144 moins 134,4, ça va faire environ 9,6. 9,6 là représente donc c'est le droit de souscription. Ça signifie que si un nouvel actionnaire veut intégrer cette société, il va payer en plus du prix d'émission le droit de souscription qui représente ici la perte, le préjudice, la perte, n'est-ce pas, qu'il va subir tout ancien actionnaire. Donc, le nouveau va payer le prix d'émission et le droit de souscription. En revanche, un ancien actionnaire fera usage de son droit de souscription si jamais il veut acquérir des actions nouvelles. Donc, voilà pour ce qui est du droit de souscription et on peut obtenir, voilà, j'ai bien dit que c'est la différence entre la valeur économique avant et après, donc 9,6 euros. Pour un nouvel actionnaire, il faudra un nombre de droits de souscription suffisant pour acquérir, n'est-ce pas, le nombre d'actions qu'il voudrait acquérir. Donc voilà pour les deux concepts. Il faut très bien comprendre le droit d'attribution, comprendre également le droit de souscription. C'est fondamental sur les augmentations de capital. À la fin de la vidéo, je vais te partager ce PDF à titre de fiche de synthèse pour tes révisions. Ne t'en fais pas. Bon, maintenant, comment traiter les frais d'augmentation de capital? Qu'est-ce que dit le PCG? Il dit ces frais d'augmentation de capital peuvent être activés, ils peuvent être inscrits à l'actif. Ça, c'est une option. Parce qu'il y a deux possibilités, soit on les inscrit à l'actif, soit on les comptabilise directement en charge de compte de résultat. Mais certaines entités vont préférer mettre cela à l'actif pour que ça ne pèse pas lourd en termes de charges sur l'exercice. Et lorsque c'est donc inscrit à l'actif, ça va donc être amorti sur un délai qui ne va pas excéder 5 ans. Donc c'est ce que dit le PCG. Il faut bien avoir cela à l'esprit dans le cadre d'un dossier comme ça sur les frais d'augmentation de capital, sur l'augmentation de capital. Alors maintenant, on va traiter le dossier qu'on a eu en 2019. On avait eu un cas d'augmentation de capital. On va le voir ensemble. Il s'agit donc de la société les lacs du Jura. Les lacs dans le Jura, voilà. Dans la région des lacs dans le Jura, pardon, située au bord du lac naturel de Clairvaux. La société anonyme Le Camping Le Val d'été est une société au capital de 160 000 euros, 20 000 actions de 8 euros entièrement libérées. Le camping propose des hébergements de qualité avec un accès direct à la plage, un parc aquatique avec des toboggans, une piscine couverte, chauffée dans une atmosphère familiale et conviviale. Grâce au succès grandissant de son activité, les dirigeants ont décidé de porter le nombre d'emplacements de camping de 350 à 500. Cet axe de développement nécessitait de nouvelles ressources financières. C'est la raison pour laquelle les dirigeants ont procédé à une augmentation de capital en 2018. Partie 1, société anonyme, le camping de Val d'été. Travail à faire. Donc ça, je l'ai extrait dans l'examen 2019. Vous voyez bien que l'augmentation de capital, c'est quelque chose, voilà, qu'il faut préparer avec sérieux. Donc, travail à faire avec de l'annexe 1, exposer les règles de libération de capital d'une société anonyme à l'occasion d'une augmentation de capital en numéraire. C'est important d'avoir également l'aspect juridique qu'il faut comprendre pour être à même de traiter ce genre de questions. Donner la définition, la signification de la prime d'émission, calculer le montant unitaire. Enregistrer tous les écrits nécessaires relatifs à cette augmentation de capital au titre de l'année 2018, justifier le montant reçu par la SA Le Camping de Val d'été au 30 avril 2018. La SA Le Camping de Val d'été pourra-t-elle procéder à une distribution de dividendes au titre de l'exercice 2018, justifier la réponse. Partie 2, les actionnaires travaillent à faire, déterminer le nombre de droits préférentiels de souscription nécessaires à la société Espace Vert pour participer à l'augmentation de capital, indiquer la décision qui a été prise par la société Espace Vert concernant les droits préférentiels de souscription non utilisés, justifier la réponse. Justifier le coût d'acquisition d'une action nouvelle pour la société Espace Vert.
Indiquer le montant décaissé par la société Espace vers le 30 avril 2018 pour l'acquisition d'une action nouvelle. Enregistrer ensuite chez la société Espace vers l'acquisition des 1500 actions. Le camping Le Val d'été justifié le classement comptable. En 8, indiquer le coût d'acquisition pour M. Philippe pour la souscription à une action nouvelle. Alors, on a ici les deux annexes. Je ne vais pas parcourir ces annexes. Je vous invite déjà à relire intégralement le dossier, à le traiter. Mettez la vidéo en pause et puis vous revenez, vous regardez la solution qu'on va traiter ensemble. C'est important de le faire. Mettez-vous dans des conditions d'examen. Donnez-vous, je ne sais pas quel temps était consacré à cet exercice, mais faites-le dans un temps relativement réduit. Parce que à l'examen, ça court. Et le temps, il faut savoir le gérer. Commencer à gérer le temps dès maintenant pour ne pas être surpris, n'est-ce pas, à l'examen. On va donc traiter ce cas ensemble. Première question, exposer les règles de libération du capital dans la société anonyme à l'occasion d'une augmentation du capital en numéraire. Il faut dire que le droit, l'aspect juridique, le droit évolue très vite. Et c'est toujours important d'être au fait de ce que dit le droit. Alors, ici, il est question de rappeler que pour les actions de numéraire, qui sont donc demandées dans le cadre d'une augmentation de capital, il faut libérer au minimum, le minimum légal, parce que la société s'est alignée au minimum légal. Le minimum légal, c'était le quart. Il fallait apporter 25% à libérer à la souscription, n'est-ce pas? Le solde pouvant être appelé dans un délai de 5 ans. Ça, c'était la règle importante à rappeler. Il convient d'ailleurs de souligner que si les actionnaires doivent apporter au minimum le quart, la prime d'émission doit être réglée dans son intégralité. Et c'est un aspect important à ne pas oublier. La prime d'émission doit être réglée pourtant dans son intégralité. Après avoir donné la définition, la signification de la prime d'émission, calculer son montant unitaire. Donc la prime d'émission, c'est quoi? C'est une sorte de droit d'entrée, la différence entre le prix d'émission et la valeur nominale. Une sorte de droit d'entrée qui représente quoi? Les plus-values, l'attente dégagée par la société jusque au moment, depuis sa création, jusqu'au moment de l'émission d'actions nouvelles. Ce droit d'entrée est payé donc par les nouveaux actionnaires qui vont payer un prix un peu plus élevé. Dans le cas d'espèce, on a donc un prix d'émission de 9 € par action, moins 8 € qui est la valeur nominale. On aura une prime d'émission de 1 €, hein, qui est une sorte de droit d'entrée tel que je l'ai expliqué. Maintenant, enregistrer toutes les écritures relatives à cette augmentation de capital au titre de l'année 2018 et justifier le montant reçu par la SA au 30 avril. Donc, les actionnaires, ils ont versé le quart, comme on l'a dit, la totalité, la prime d'émission également. On peut donc calculer qu'est-ce qu'ils ont versé dans leur intégralité, qu'est-ce qu'on a reçu au niveau de la banque, sachant qu'un actionnaire s'est libéré par anticipation. C'est important également de savoir gérer ce genre de cas, de savoir dans quel compte on pourrait comptabiliser les versements par anticipation. Donc ici, on a le quart qui est libéré, 20 000. On a la prime d'émission dans son intégralité, 10 000. Et puis on a le versement anticipé de M. Zef, les 3 quarts restants, 3 000. Donc on a 33 000 qu'on va comptabiliser au journal en débitant le compte de banque pour 33 000 et en créditant le compte actionnaire versement reçu. Ce compte va donc être soldé ici et on va créditer les comptes de capital pour constater si le capital qui est déjà appelé, le quart déjà appelé, la prime d'émission intégralement versée et puis ici le versement anticipé. Et ensuite, on constate ici les 3 quarts qu'on va appeler par la suite dans le compte de capital non appelé. Et puis les frais d'augmentation de capital, on a vu que la société avait choisi pour option de les comptabiliser à l'actif. Donc on débite le compte de charges immobilisées correspondant en contrepartie de la banque. Et enfin, on amortit le 5e parce que l'amortissement se fait donc sans tenir compte du prorata temporel. On amortit le 5e en fin d'exercice. Maintenant, en question 4, on dit la SA, le camping Le Val d'été, pourra-t-elle procéder à une distribution de dividendes au titre de l'exercice 2018 et justifier la réponse? En fait, dans la société anonyme, on ne peut distribuer le dividende que lorsque les frais d'augmentation de capital qu'on a à l'actif sont complètement amortis. Alors, si ce n'est pas encore complètement amorti, il faudrait que les réserves libres, donc dont la société dispose de la liberté, n'est-ce pas, de les affecter, que ces réserves libres couvrent au minimum ces frais d'augmentation non totalement amortis. Dans le cas donc de cette entité, la SA, le camping de Val, on a des frais d'augmentation de capital de 5, je veux dire les réserves libres de 5 000, bien entendu supérieurs à la partie non encore amortie des frais d'augmentation de capital, dont elle peut bien entendu distribuer des dividendes.
Partie 2, les actionnaires déterminer le nombre de droits préférentiels de souscription nécessaires à la société Espace Vert pour participer à l'augmentation de capital et indiquer la décision qui a été prise par la société Espace Vert concernant les droits préférentiels de souscription non utilisés justifie la réponse. La parité, c'est quoi? On a 10 000 actions nouvelles pour 20 000 actions qui étaient déjà qui composaient déjà le capital. Donc, on aura une action ancienne pour deux actions anciennes, pardon, pour une action nouvelle. Ça signifie que pour les 20 000 actions anciennes, on a à disposition 20 000 droits préférentiels de souscription dont peuvent faire usage les anciens actionnaires. Pour cette société, la société Espace Vert, elle avait jusqu'ici combien d'actions? Elle en avait 4 000, si mes souvenirs sont bons, tels que le rapportait l'énoncé. Elle avait 4 000 actions, ce qui signifie qu'elle a droit à 4 000 droits préférentiels de souscription. Mais elle choisit de souscrire uniquement à 1500 actions. Or, pour une nouvelle action, il faut 2 droits préférentiels de souscription, ce qui fait qu'elle va donc faire usage de 3000 droits préférentiels de souscription. Il va donc lui en rester 1000 qui n'ont pas été utilisés. Elle peut les vendre si elle veut. Elle peut également tout simplement accepter de perdre, n'est-ce pas, ces 1000 droits de souscription. Mais l'idée, c'est qu'elle peut les vendre pour compenser la baisse de valeur qu'elle va subir chacune de ses anciennes actions. Maintenant, justifier le coût d'acquisition d'une action nouvelle pour la société Espace Vert. Donc, ici, la société Espace Vert est déjà actionnaire. Elle ne va payer que le prix d'émission. Le prix d'émission par action, bien entendu, c'est 9 €. Et comme on l'a expliqué un peu plus haut, les anciens actionnaires font usage de leurs droits préférentiels de souscription. Ce sont les nouveaux actionnaires qui doivent donc payer ce droit préférentiel de souscription aux anciens actionnaires et non l'inverse. Alors, question 7, indiquer le montant décaissé par la société Espace Vert le 30 avril pour l'acquisition d'une action nouvelle et enregistré au 30 avril chez la société Espace Vert l'acquisition des 1500 actions le camping, le Val d'été, justifié le classement comptable des titres. On va déjà commencer par déterminer qu'est-ce qui va être le pourcentage de titres qu'elle aura et qui justifierait dans le classement comptable des titres. On a ici le nombre d'actions possédées après l'acquisition qui sera de 5500 dans les 4000 qu'elle avait déjà, plus les 1500 nouvelles actions. Ça lui fait 5500 actions totales. Sachant qu'après augmentation d'un nombre total de titres pour l'entité qui est de 30 000, elle a une part d'environ 18%. Donc, si vous calculez 5500 sur 30 000, ça donne approximativement 18%. C'est bien entendu supérieur à 10% qui est le minimum pour qualifier les titres que nous avons de titres de participation. Dans le montant à décaisser à la souscription, elle va donc décaisser déjà le quart de la valeur nominale et puis décaisser également l'intégralité de la prime d'émission. Ce qui fait donc que par action, elle débourse un quart de 8 €, ça fera donc 2 € plus 1 €, ça fera 3 € à libérer à la souscription. Question 8, indiquer le coût d'acquisition pour M. Philippe pour la souscription à une action nouvelle et justifier le montant. Alors, nous savons que M. Philippe n'est pas actionnaire de la société. Donc, on a vu que les non-actionnaires qui veulent entrer dans le capital doivent non seulement payer un prix d'émission, mais payer également le droit de souscription. Alors, combien de droits de souscription ce monsieur aura-t-il besoin? Il achète 500 actions. Donc, il lui faut payer le prix d'émission de 500 actions, mais payer également le prix des droits de souscription qui vont lui permettre d'acheter ces 500 actions. On a vu qu'il fallait 2 droits préférentiels de souscription pour avoir une action nouvelle. Donc, s'il veut 500 actions, il lui faut 500 fois 2, 1000 droits de souscription. Combien vaut un droit de souscription? On a vu que c'est la différence entre la valeur économique de l'action avant augmentation et la valeur après augmentation. Donc, on regarde dans ce petit tableau, on fait un calcul. Avant l'augmentation du capital, on a 20 000 actions qui valent chacune 21 €, soit 420 000, n'est-ce pas? On augmente de 10 000, avec un prix d'émission de 9, ça fait une ressource nouvelle de 90 000. 90 000 plus 420 000, ça fait une valeur globale de 510 000. Si on rapporte cela au nombre total d'actions après augmentation, on a 17 €, n'est-ce pas, par action. La différence entre 21 et 17 nous donne donc le droit de souscription qui est de 4 € et il lui faut 2 DS pour chaque action nouvelle. C'est facile à déterminer ici que pour les 500 actions qu'il va acheter, il faudra payer le prix d'émission, mais payer en plus de cela un droit de souscription pour chacune des 500, 2 droits de souscription d'ailleurs. Donc, ce qui donne un total de 9 500 €. Alors, merci encore d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à son terme. Je te souhaite tout simplement un succès inédit à ton examen final de DCG UE10 comptabilité approfondie. Alors, si tu veux réviser,
Dans le lien dans la description, tu peux cliquer pour recevoir, n'est-ce pas, ce PDF pour passer en revue cette partie importante du programme à la veille de l'examen. Pourquoi pas maintenant? Alors, si tu veux réussir à ton examen, clique également dans la description, il y a un lien qui te permet de bénéficier d'un coaching personnalisé. La première séance est tout simplement gratuite. Et pour le reste, je vous dis à très bientôt dans une vidéo de la série Décrochons l'UE10 de comptabilité approfondie.